11h41 sur France Info, le 11-13 qui se poursuit avec la chronique Europe. Et Nora Amadi qui nous a rejoint. Bonjour Nora, bonjour, journaliste pour la chaîne Public Sénat. On va parler justement de cette bonne nouvelle quelque part pour la France avec ce chiffre qui est passé sous les fameux 3% de déficit. C'est un critère fixé par l'Union européenne. Le déficit qui est donc tombé à 2,6%. Le gouvernement qui se félicite discrètement, il faut le dire, pour ne pas laisser croire qu'il y aurait une cagnotte quelconque, justement, et rappeler qu'il est déterminé à poursuivre les réformes. On va en parler avec vous, mais d'abord les détails, justement, de cette bonne nouvelle, quelque part, avec Justine Veil. Les comptes de l'État, enfin dans les clous budgétaires européens. En atteignant 2,6% du PIB l'an passé, le déficit est repassé sous la barre des 3%, la limite fixée par Bruxelles. Une première depuis 10 ans. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'en félicite. C'est une bonne nouvelle pour les Français. C'est la preuve que la stratégie qui a été définie par le président de la République en matière de réduction de la dépense publique, de redressement des comptes publics et de croissance est la bonne. Une croissance en hausse de 2%, des recettes fiscales en augmentation, une consommation soutenue, autant de facteurs qui expliquent ce bon résultat. Un résultat qui reste néanmoins bien loin de nos voisins européens. Vous savez, la moyenne des déficits dans la zone euro, elle n'est pas à 3% ou à 2,6%, elle est à 0,9%. Je ne dis pas que la France doit rejoindre le peloton de tête d'un coup. Elle a un bel effort, c'est un beau résultat, mais il faut poursuivre. Car la dette publique, elle, continue de s'accroître. 2218 milliards d'euros, c'est 66 milliards de plus qu'en 2016. La dette publique, c'est la somme de tous les déficits. Et donc, même si aujourd'hui, le déficit diminue, il reste tout de même un déficit. Et donc, la dette publique, qui est la somme de tous ces déficits, peut continuer encore à augmenter. Une augmentation qui inquiète, car la dette atteint aujourd'hui 97% de la richesse nationale. Nora m'a dit un déficit donc sous la barre des 3% en France, c'est une première depuis plus de 10 ans. Oui, et effectivement, la France en est enorgueillie de pouvoir enfin sortir de ce qu'on appelle la procédure des déficits excessifs. C'est une procédure qui a été mise en œuvre donc par la Commission européenne dès 2007 pour la France, mais pour plusieurs autres pays dits du Club Med, c'est-à-dire du sud de la France. Du moins, c'est comme ça que l'Allemagne, par exemple, les Pays-Bas, le Luxembourg, qui sont des pays dont la rigueur budgétaire n'est plus approuvée, c'est comme ça qu'ils appellent ces pays dits du sud, qui ne sont pas capables de gérer donc leur déficit public. C'est la première fois depuis 10 ans. Mais comme le disait très bien votre reportage, en ce qui concerne la dette publique, donc dans les critères de convergence fixés par Maastricht, c'est 3% de déficit et 60% de dette publique. Autant dire qu'on est encore très loin des clous. Donc il n'est pas dit que l'année prochaine, on ne retombe pas dans ces procédures de déficit excessif parce qu'on est en dehors des clous sur la question de la dette. Et comment est né cet objectif des 3% ? Alors c'est très drôle l'objectif des 3% parce qu'il faut revenir pour ça en 1981 pour être exact. Vous n'étiez pas né, moi j'étais né. 1981, la gauche arrive au pouvoir. La gauche à cette époque-là, en fait, François Mitterrand, le front de gauche, le front de la gauche réunie, arrive et donc renationalise, met en place en fait des politiques assez généreuses d'augmentation de salaire, etc. Et là, en fait, on se retrouve en 1983 dans le tournant, ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur. Et il s'avère qu'à cette époque-là, le déficit public va arriver sur 100 milliards de francs, ce qui est à l'époque quelque chose d'absolument considérable. François Mitterrand décroche son téléphone et appelle Guy Abeille au Trésor. C'est un prévisionniste du Trésor. Et il lui dit, écoutez, là on est sur quelque chose, c'est un seuil psychologique. Trouvez-moi une manière de détourner un petit peu l'attention de ce seuil psychologique parce que l'opposition va me tomber dessus. Et là, Guy Abeille, quelques années plus tard, raconte son témoignage. C'était dans le documentaire La dette chronique d'une gangrène qui a été diffusé il y a quelques années sur France 5. On écoute. Dans mon souvenir, l'affaire nous a pris moins d'une heure. Il n'y a pas de véritable théorie économique qui nous permettrait une démonstration. En fait, on a fait une simple division. Il se trouve que dans les prévisions pour la préparation du budget 82, on a un chiffre qui est un chiffre en réalité très impressionnant à l'époque, qui est une sorte de chiffre repoussoir, qui est la perspective d'un déficit de 100 milliards de francs. Donc, on regarde quel est le montant prévisible du produit intérieur brut. Il est dans les eaux de 3300 milliards de francs. Et si on fait le rapport entre 100 et 3300, on arrive pile sur 3%.
On se dit 3%, c'est bien. C'est une règle pratique, simple. Aujourd'hui, l'existence de ce critère de 3% conditionne plus ou moins la vie, disons, de pas loin d'1,5 milliard d'individus européens. Et une fois de plus, il n'y a pas l'ombre, le début, le commencement d'une argumentation économique derrière. Il est devenu un outil politique. On aura cette règle des 3%. Pourquoi elle fait encore débat aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, et on entendait Guy Abeille le dire à l'instant, c'est devenu un instrument politique et une guerre, en fait, de lecture de cette règle. Il faut voir là-dedans que la Commission européenne, par exemple, a un petit peu changé de lecture sur son appréhension de cette règle des 3%. Par exemple, depuis la Commission Juncker, dont Moscovici, par exemple, est commissaire européen aux affaires économiques, il y a une lecture un petit peu plus souple. On a permis à certains États d'avoir potentiellement des reports. La France en a bénéficié en 2013 et en 2015 pour pouvoir se remettre dans les clous. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la crise des dettes souveraines. Donc l'Espagne en a bénéficié, le Portugal en a bénéficié, après être entré aussi dans des procédures de sanctions. Et on s'est dit, on va quand même pas plomber les économies et on va faire en sorte d'être un petit peu plus souple sur cette lecture. Ce qui a par ailleurs provoqué des débats absolument phénoménaux au sein de ce qu'on appelle l'Eurogroupe, qui est l'instance qui gère la zone euro. Il y a aussi toute la question de la démocratisation de la zone euro qui se pose. Emmanuel Macron a été, durant sa campagne, un des chantres de cette nécessaire démocratisation. Pourquoi ? Parce que derrière, les États se bagarrent sur cette lecture justement de ces critères de convergence et il n'y a aucun contrôle démocratique, c'est-à-dire que dans l'enceinte de l'Eurogroupe, il n'y a aucune possibilité, par exemple, pour les parlements d'entrer un petit peu dans le débat et de faire en sorte d'être un contre-pouvoir. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que selon qu'on soit un gros État ou un petit État, les lectures ne sont pas les mêmes. Et ce qui a souvent provoqué en fait des tensions au sein de l'Eurogroupe et ce qui fait qu'aujourd'hui, encore, sur cette question, on en arrive en fait à avoir des débats absolument dingues. Parce que la France, par exemple, voudrait faire sortir les questions de défense, enfin, tout ce qui est programmation militaire. La France va être à 2% de son PIB en 2025, sauf que tout ceci est calculé, par exemple, dans ce calcul des 3%. Donc vous disiez, Nora, les 3%, cette règle, ça reste donc un instrument politique aujourd'hui. Oui, c'est un instrument politique, tout bêtement, parce que, je vous le disais, c'est aussi une lecture qui est différente selon qui est à la tête de la Commission européenne. Pierre Moscovici, Jean-Claude Juncker ont été plus souples que la Commission Barroso, mais c'est aussi un symbole de la crédibilité des États. Au jour d'aujourd'hui, Emmanuel Macron souhaite réformer l'Union européenne et la zone euro, sauf que c'est une question en fait de confiance entre les États. Quand on n'est pas capable d'appliquer les règles qu'on s'est fixées dans le critère de convergence, de facto, on n'est pas crédible quand on souhaite en fait apporter des réformes. Et ça, c'est Pierre Moscovici qui en parle très bien et qui a pourtant donc essayé de mettre en œuvre cette question-là. Donc on verra dans les prochains mois comment cela va se terminer. Quoi qu'il en soit, ça va se jouer sur le budget 2019. Merci infiniment, Nora Amadi, journaliste à Public Sénat, d'avoir été avec nous pour la chronique Europe dans le 11-13 sur France Info. Restez avec nous. L'essentiel de l'actu, 11h50 avec Victor Maté. À tout de suite.